Le temps, c'est très important. Kaito, ah, vous êtes dans le temps. Kaito, c'est l'histoire de Moussa. Moussa était un aveugle. Il a perdu sa vue depuis sa naissance. Moussa, pour nourrir sa famille, tous les matins, prend sa canne, marche, marche, marche. Va à l'entrée du marché. À l'entrée du marché, il y a un arbre. Au pied de l'arbre, il y a juste une petite racine. Au-dessus de la racine, Moussa s'assoit, tend sa main, commande en chantant. Les passants, quelques pièces, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Le soir, Moussa rentre chez lui. C'est comme ça que Moussa nourrit sa famille. Un jour de marché, Moussa se lève, alors il marche, il marche, il marche, la canne à la main, marche, marche. Arrivé au pied de l'arbre, surprise. Un homme est assis là. C'était Soma, le paralysé du village. Moussa le salue, il dit rien, s'assoit à côté et se met à chanter. Kaito! Et de l'autre côté, le paralysé qui est assis, lui aussi il tend sa main et commence à chanter. Et Moussa lui dit, mais attends, hey, mon frère, c'est comment? Ah, toi aussi. Moi je suis là depuis longtemps, ça fait 25 ans, moi je suis là, je chante, et puis tu viens d'arriver, non seulement tu as occupé ma place, et puis tu chantes ma chanson, c'est pas normal. Chacun a qu'à chanter sa création, voilà. Et Moussa se met à chanter. Kaito. Et là, on voit Soma qui dit. Alors les deux mendiants, ils se sont disputés toute la journée. Ah non, c'est pas possible. Ah mais écoute, hein, ah non, c'est pas possible. Non, non, non. Et ils se sont chamaillés toute la journée. Le soir, les deux mendiants, chacun rentre chez lui, bredouille. Le lendemain, le prochain marché, Moussa, au premier chant du coq, Moussa prend sa canne et il marche, arrive au pied de l'arbre. Surprise, Souma était déjà là. Moussa regarde Souma. Bon, c'est vrai, c'est dans son esprit. Et là, il dit, hey, mon frère, toi tu es là de façon temporaire ou bien c'est définitive comme ça là? Parce que ça fait des années que je suis ici et vraiment on ne peut pas, depuis que tu es ici, mon chiffre d'affaires a diminué de 40%, ça va pas, faut faire quelque chose. Et ils se sont disputés jusqu'au petit matin. Au petit matin, il y a quelques passants. Et Moussa se met à chanter sa chanson. Kaito. En ce moment, Moussa était énervé. Et Moussa dit, bon, comme c'est ainsi, je te laisse la chanson là, parce que tu n'es pas créatif. Je vais te montrer que dans mon répertoire, j'ai beaucoup de chansons. Et alors, Moussa, il se met à chanter. Les passants viennent, quelques pièces, 2 pièces,
3 pièces. Soma il réfléchit, parce que de l'autre côté, Soma chantait, personne ne venait lui mettre quelques pièces. Alors Soma il regarde Moussa chanter, à un certain moment. Il claque les doigts. Moussa claque les doigts. Moussa aperçoit un noble qui passe et il commence à faire les éloges du noble. Ce jour-là, ils ont reçu beaucoup d'argent. Et en ce moment, Moussa a regardé Soma, il dit, oh, tu sais, c'est bien ce que tu as fait là, tu vois. Depuis que tu as claqué des doigts comme ça, et puis tu as fait les éloges des passants, ça a interpellé les gars, ils sont venus, ils ont ajouté un peu plus d'argent, mais c'est bien. Bon, moi je crois qu'il faut arrêter de chanter. Tu chantes plus, d'accord? Mais tu fais ça, et puis tu fais les éloges. Parce que toi, tu vois les gens, d'accord? On fait comme ça. Et tous les marchés, c'était comme ça. Et un jour de marché, les deux amis sont assis. Et Moussa a dit à Soma, mais tu sais, depuis qu'on a commencé à faire quelque chose ensemble, mais ça marche bien là. Bon, moi je te propose, comme toi tu vois et que moi je ne vois pas, tu vas être mes yeux et moi je serai tes pieds. Je te porterai sur mes épaules et on va aller au marché, en plein milieu du marché, et on va demander, tu es d'accord ou pas? Et les deux mendiants étaient d'accord. Ils se sont transportés au marché. Et une fois au marché, ils se sont installés au milieu du marché. Et alors, Soma commence à chanter. Et on voit les gens qui arrivent. Et tous les passants, il y en a qui s'arrêtent et qui chantent avec eux. Les deux amis, nouveaux amis, ont décidé de parcourir les marchés. Les deux amis ont compris que l'union de la différence crée la vie et que la diversité la nourrit. C'est ça qui fait sa beauté. Kaito! Oh. Opasitu namona kukasamani. Okali bali bunda betu bakwendila mumalu ha. Okali bali bunda betu bakwendila mumalu. Ningi 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 ningi. Ton histoire. Moi j'ai beaucoup adoré son histoire. Vous savez, ici dans la caravane on raconte toutes les sortes d'histoires. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et vous savez, chez nous on dit, si tu marches devant un miroir, tu prends le miroir, tu regardes dans le miroir,
Et si tu vois dans le miroir qu'il y a un visage laid, avant de te moquer de ce visage, rassure-toi d'abord si ce n'est pas le tien. Ah, on ne sait jamais. Et pas si tu n'as samani. Oh, l'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée par mon vieil oncle Moutoudou. Mon vieil oncle m'a dit qu'il y a très très longtemps, il avait au bord du grand fleuve Congo un petit village. Et dans ce petit village, il y avait un petit garçon. Oh, le petit garçon, il était haut comme 3 pommes. Et lui, on l'appelait Mukufiti. Ce qui veut dire dans ma langue, malchance. Et lui, Mukufiti, il avait un frère. Et son frère, lui, il s'appelait Yann, qui ne l'aimait pas du tout. Et Mukufiti, lui, il voulait comprendre. Pourquoi est-ce que son père et sa mère avaient donc choisi de l'appeler... Non, je ne vous entends pas. Avaient choisi de l'appeler... Encore plus fort, de l'appeler... Mukufiti. Alors là, c'est très bien. Lui, il voulait savoir. Il allait voir son frère Yann. Il lui a posé la question, Yann, pourquoi est-ce que papa et maman ont-ils choisi de m'appeler Mukufiti? Son frère lui a dit, c'est tout simplement parce que tu es le plus idiot de la famille. Oh. Ah ben oui, hein. Il était triste lui aussi. Il a pris une idée, il a dit, je vais aller voir mon père. Il allait voir son père qui était assis sous un arbre. Il a posé la question à son père. Papa chéri, pourquoi est-ce que toi et maman, vous avez choisi de m'appeler Mukufiti? Oh, le père, il avait une grande calvitie sur sa tête, il s'est mis à la gratter. Oh. Et le père lui a dit, ah, tu sais que nous les hommes, on n'est pas très intelligents. Va donc voir ta mère. Oh, et pose la question à ta mère parce que les femmes sont plus intelligentes que nous les hommes. Ah, je vois des hommes qui ont le visage. Des hommes, mais comment ça? C'est nous qui portons la culotte. Mais non. Lui, Mukufiti, il a dit, d'accord, je vais voir ma mère. Il est parti, il a ouvert la porte de la cuisine qui a fait... Vous avez retenu la leçon. Et là, il rentre dans la cuisine, il voit sa mère et il dit, maman chérie, pourquoi est-ce que toi et papa, vous avez choisi de m'appeler Mukufiti? La mère lui a dit, ah, moi je ne sais pas. Va donc voir ton grand-père qui est assis sous le baobab depuis ce matin-là. Et pose-lui donc la question. Mukufiti, lui, n'a pas attendu. Il est parti en courant. Il est parti sous le grand baobab et il a vu enfin son grand-père. Et il a dit à son grand-père, grand-père chéri, pourquoi est-ce que papa et maman ont-ils choisi de m'appeler Mukufiti? Le grand-père a regardé Mukufiti droit dans les yeux. Et il a dit à Mukufiti, oh Mukufiti, tu es encore un enfant, mais grandis encore. Et tu comprendras pourquoi est-ce qu'on a choisi de t'appeler ainsi. Mukufiti, lui, il n'avait plus qu'une seule chose dans sa tête. C'était quoi? Grandir. Mais grandir. Mais comment fait-on pour grandir? D'après vous, comment est-ce qu'on fait pour grandir? On fait quoi? On mange sa soupe. Ça c'est bien, c'est un père. Autoritaire, tu manges ta soupe. Qu'est-ce qu'on fait encore pour grandir? On grandit. On grandit. Ah, c'est pas mal, on ne l'avait jamais fait, celle-là. On grandit. On se couche tôt. On se couche tôt. Je vais faire une petite parenthèse à mon histoire. Quand je racontais cette histoire il y a très longtemps en Ariège, dans une petite salle, il y avait du monde et les gens criaient, moi je sais, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tout d'un coup, au fin fond de la salle, j'ai entendu une petite voix, un petit garçon qui a dit, moi je sais. Et toute la foule s'est tue. La foule s'est écartée. Oh là. On l'a laissé passer, le petit garçon, il a dit, et pour bien grandir, il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Ça, c'était le petit garçon, et je referme mon histoire. Mais Mukufiti, lui, il s'est dit, il faudrait que j'aille m'endormir. Certainement, le lendemain matin, je vais grandir. Il est parti rapidement dans la case. Il a ouvert la porte de la case qui est faite. Il est rentré dans son lit, et chez moi, quand on rentre dans son lit, ça fait na woblo. Il est rentré dans son lit, ça fait na woblo. Il s'est mis à dormir. Et il a entendu le premier chant du coq qui a fait. Oh non, ça c'est pas des vrais coqs, hein, ça. Ça c'est des coqs fatigués. Qu'est-ce qui peut nous faire un vrai coq? Un vrai de vrai. Allons-y, madame.
Je sens que vous voulez y aller. Allez, allez-y. Il a entendu le premier chant du coq qui a fait. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Est-ce qu'on peut applaudir? C'est exactement ça. Et lui, Mukufiti, il est sorti de son lit. Il est parti dans le grand salon. Il allait voir dans le grand miroir pour voir s'il avait grandi. Il arrive devant le grand miroir et là, il regarde, mais il n'avait pas grandi. Évidemment qu'on ne peut pas grandir en une seule nuit. Et tous les jours, comme ça, il passait devant le grand miroir et il ne remarquait rien. Et puis un jour, alors qu'il passait devant le grand miroir, il a remarqué que quelque chose avait changé. Il est revenu sur ses pas. Il a vu dans le grand miroir, effectivement, il avait grandi. Il avait grandi, il avait grandi. Alors là, il a dit, maintenant, je vais savoir. Il est parti voir le grand-père. Il a dit au grand-père, grand-père, je sais que vous êtes une fille, mais pour le besoin de l'histoire, vous êtes le grand-père. Il a dit, grand-père, grand-père, maintenant que j'ai grandi, allez, vas-y, dis-moi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de m'appeler ainsi, Mukufiti, qui veut dire malchance? Mais chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à cette époque, il y avait une grande sécheresse. S'était abattu sur tout le village. Il n'avait plus à manger, plus rien. Et le grand-père lui a dit, je vais te dire cela après, mais je vais te donner à toi et à ton frère Yann 10 pots de chèvre chacun. Vous irez dans le village voisin vendre vos pots de chèvre. Et avec l'argent que vous aurez, vous achèterez à manger. C'est seulement à ce moment-là, quand tu reviendras, que je pourrai te dire pourquoi est-ce qu'on a choisi de t'appeler ainsi. Mukufiti n'a pas tardé. Il allait voir son grand frère Yann. Il a dit, allez, on y va. Ils ont pris leur peau de chèvre sur leurs ânes et hop, ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. L'histoire raconte qu'ils étaient partis pendant des jours, des jours, des jours. Et ils sont arrivés dans le village voisin. Et dans le village voisin, celui qui les avait reçus, c'était le chef du village. Le chef du village, lui, il avait une longue barbe blanche qui lui tombait comme ça au sol, comme un torrent. Et vous savez comment est-ce qu'il faisait pour marcher, le chef du village? Avec sa longue barbe blanche. D'après vous, comment est-ce qu'il faisait pour marcher? Il la mettait derrière le dos. Ça, c'est pas mal aussi. Il a roulé. Il a roulé. Ah, vous étiez dans mon histoire alors, madame. Vous me pillez, madame. Effectivement, chers amis, c'est ce qu'il faisait. Il prenait sa longue barbe, il enroulait, il enroulait, il enroulait, et il formait une sorte de grosse boule comme ça devant lui, et il marchait avec. Il les a reçus. Oh, Mukufiti, est-ce que vous savez que votre grand-père est mon ami? Oh, je vais vous offrir une case à toi et à ton frère Yann. Toi, Mukufiti, tu prendras la case qui se situe là-bas, à gauche du village. Et toi, Yann, tu prendras la case qui est là-bas, à droite du village. Et le lendemain matin, vous pourrez aller sur la place du marché vendre vos pots de chèvre. Et le chef du village était parti. Le lendemain matin, Mukufiti et Yann avaient donc pris leur pot de chèvre et ils sont partis sur la place du marché. Mukufiti a pris son étal là, Woblo. Il a mis ses pots de chèvre. Yann a pris son étal là, Woblo. Il a mis ses pots de chèvre. Et ils ont commencé à vendre leurs pots de chèvre. Puisque nous sommes sur le continent africain, je ne vais pas poser la question aux Africains. Je vais plutôt poser la question à ceux qui ne sont pas du continent africain. Comment se passe un marché en Afrique? Je sais que vous l'avez déjà vu, hein. Mais je vous repose quand même la question pour être sûr. Ça se passe comment? Madame a pris un raccourci. Comme ça, c'est fait. Mais je vous raconte. C'est pour mettre la différence entre les marchés africains et européens et américains. On discute, ouais. On discute. Voilà. Dans les marchés européens, quand tu rentres, tu te dis, on dirait qu'il y a un deuil. Oui, oui. Les gens sont calmes. Oui. Ils sont tranquilles. Excusez-moi, je voudrais un kilo de bœuf. Et avec ceci, ils sont très polis. Et avec ceci, oh non, non, ce serait tout. Merci. Eh bien, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, il faut convaincre le client. Il faut appeler. Il faut le convaincre que votre produit est le meilleur. Alors, il faut dire, viens ici, le mien est le moins cher. Le mien, il a 1 euro. Le mien, il a 2 dirhams. Le mien, il a 15 dirhams. Et donc, pour cela, nous allons faire un marché africain. Nous allons diviser la salle. Ici, vous allez être Mukufiti. Et là, vous allez être Yann. Et moi, je suis le client. Donc, il faut me convaincre. Et je vais voir là où c'est moins cher. C'est là que je vais. 1, 2, 3, c'est parti. Moi j'ai vu le monsieur, il a dit non, je vais pas être tout seul. Je vais vous faire le marché. Non, on va reprendre. 1, 2, 3, c'est parti. Ah, ici on m'a dit que c'est moins cher. Ici c'est moins cher. Non, là-bas c'est moins cher.
là. Mais il y a une chose qui s'était passée, c'est que Yann avait fini de vendre ses peaux de chèvre en un clin d'œil. Mais Moukoufti, lui, n'avait rien vendu. Parce que les gens, quand ils passaient, ils jetaient à peine un coup d'œil et ils partaient vers Yann. Et quand Yann a fini de vendre ses peaux de chèvre, il a dit à son frère Moukoufti, eh ben tu vois, tu es tellement malchanceux que tu n'as pas pu vendre une seule peau de chèvre. Je vais devoir entrer au village sans toi. Ah, Moukoufti lui a dit, ah non, c'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer au village sans moi. Grand-père ne va pas être content. Non, accorde-moi encore 2 jours. Si dans 2 jours, je n'ai pas fini de vendre mes peaux de chèvre, tu pourras rentrer sans moi. Et pendant ces 2 jours, Moukoufti, lui, se rendait sur la place du marché. Et Yann, qui n'était pas un bon économe, il a commencé à dilapider son argent. Oh, tout ce qu'il voyait, il a acheté. Il a acheté. Il a acheté. Et au bout de 2 jours, il n'avait plus rien. Il s'est dit, mais comment vais-je faire? Et pendant ce temps, son frère Yann, son frère Moukoufti, lui, il avait fini de vendre ses peaux de chèvre. Il rentrait chez lui, il a compté ses pièces. Il a compté ses pièces et dit, enfin, j'ai fini de vendre mes peaux de chèvre. Il a emballé son argent dans une peau de chèvre et il l'a mis sur la table. Il allait s'endormir dans son lit. Mais pendant qu'il dormait dans son lit, recroquevillé sur lui-même comme dans un œuf, là, derrière la fenêtre, il y avait un petit trou. Il y avait quelqu'un qui regardait. C'était Yann. Il a dit, j'attends qu'il s'endorme. Et là, je vais rentrer. Il a attendu. Il a attendu. Puis il a ouvert la fenêtre tout doucement. Tu as fait? Très bien. Et là, il est rentré tout doucement. Na, woblo. Na, woblo. Na, 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 na. Ah ben c'est une grande case. C'est des mètres carrés, des hectares. Et là, il s'est emparé de la petite peau de mouton où il y avait des pièces. Et il est ressorti par la fenêtre. Là, pour des chèvres, c'est très bien, il faut faire la différence. Et il est ressorti par la fenêtre et il s'est enfui. Mais le lendemain matin, quand Moukoufti s'est réveillé et qu'il a constaté que son argent avait disparu, qu'est-ce qu'il a fait? D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pleuré. Comme vous allez pleurer, vous allez nous démontrer, madame. Comment il a pleuré, madame? Oh, c'est pas possible! Exactement, c'est ça, madame. Il a pleuré. Et son frère Yann, qui a entendu les pleurs, il est sorti de sa case, il est arrivé. Et il a dit à Moukoufti, mais pourquoi pleures-tu? Moukoufti lui a raconté rapidement. Il a dit, je crois que c'est le chef du village. C'est pas possible, ça ne doit être que lui. Mais pendant qu'il prononçait ces paroles, le chef du village, lui aussi, qui avait entendu les pleurs, est sorti de sa case. Il est arrivé rapidement et il dit, mais que se passe-t-il? Yann prend le chef du village, l'amène dans un coin. Il dit, c'est mon frère Moukoufti qui pleure. Il a perdu son argent. Et il dit, c'est certainement toi. Ah oui, le chef du village était fâché. Il était furieux. Et son regard était noir de colère. On pouvait y voir des éclairs qui jaillissaient. Et le chef du village, il lui a dit, ah ben oui, mais c'est le conte. Hein, dans l'histoire, on peut mentir aussi un peu. C'est comment? Oh. Donc le chef du village, son regard était noir de couleur. On peut aussi dire blanc, hein. Et ça arrive. Et là, le chef du village lui dit, je vous ai permis de vendre dans mon village. Je vous ai logé dans mon village. Et voilà comment est-ce que vous me remerciez, Moukoufti. Je te donne 3 jours. 3 jours pour quitter mon village. Et là, le chef du village s'en va. Et Yann dit à Moukoufti, tu vois, c'est à cause de toi qu'on nous chasse de ce village. Tu as osé dire que le chef du village n'était qu'un menteur et un voleur. Et lui aussi, il s'en va. Il lui a dit, tu as 3 jours. Moukoufti, lui, il était là. Il était tout seul, tout triste. Et il est sorti du village. Il est parti là-bas au loin, il y avait une petite forêt. Il allait s'asseoir sous un arbre. Et là, il a commencé à pleurer et à chanter. Madobi kumunge ke didilange. Amadobi kumunge ke didilange. Me amado, ema ema. Me amado, ema ema. Mado ema ema. Mado ema ema. Pendant
pendant qu'il pleurait et qu'il chantait, il avait sur une branche d'un arbre un oiseau. Et cet oiseau aussi chantait avec Mukufiti. Puis, l'oiseau s'est envolé. Et Mukufiti a entendu derrière lui une voix qui lui a dit « Makuramba Kula montagne !» Et là, il sursaute. Il regarde derrière lui, il n'y avait personne. Il entend encore la même voix qui lui dit « Makuramba Kula montagne !» Il regarde encore derrière lui, il n'y avait personne. Et il fixe bien le tronc de l'arbre. Et là, il a commencé à voir dans le tronc de l'arbre, a commencé à se former une sorte de pâte. Cette pâte comme de l'argile, Et cette pâte s'est arrachée de l'arbre. Et cette pâte a commencé à se former, et puis est repartie dans l'arbre et a commencé à prendre la forme d'un visage humain. Et tout doucement, on a entendu l'œil gauche qui est apparu, puis le droit, l'oreille gauche, l'oreille droite, le nez, la bouche et la barbe. Oh, tu vois que la barbe ça fait... Ah ouais. Non, Stéphane, non. Chez nous, ça fait ça. Ah ben, mais c'est une histoire africaine. Oh. Chers amis, la barbe a fait Natsuo. Et le visage d'homme a regardé Mukufiti. Le visage d'homme a dit à Mukufiti, Mukufiti, pourquoi pleures-tu? Mukufiti, lui, il s'est empressé de raconter ses misères au visage d'homme. Le visage d'homme lui a dit, Mukufiti, ne pleure pas. Je vais te donner une calebasse qui te donnera du sel. Et pour que la calebasse puisse te donner du sel, tu dois dire, calebasse, donne-moi un peu de ton sel. Et pour arrêter la calebasse, tu dois dire, calebasse, garde ton sel pour la saison prochaine. Et tout doucement, le visage d'homme s'est arraché de l'arbre. Et puis s'est retransformé en une calebasse. Et cette calebasse est venue s'asseoir entre les jambes de Mukufiti. Mukufiti a pris la calebasse, il est rentré chez lui, il a déposé la calebasse au beau milieu de la case. Et il a dit, calebasse, donne-moi un peu de ton sel. Et là, tout doucement, la calebasse s'est mise à trembler, à trembler. À trembler, à trembler, à trembler, à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Et on a entendu de la calebasse. Il avait du sel partout dans la cage. Mukufiti, lui, il était heureux. Il était heureux. Il a pris le sel, il l'a mis dans des sacs. Il a pris du sel, il l'a mis dans les sacs. Et quand il a fini, il a dit, calebasse, garde ton sel pour la saison prochaine. Et tout doucement, la calebasse s'est arrêtée. Mukufiti, il a fait quoi? Il a pris la calebasse, il l'a mis sous une table, la même table d'ailleurs. Et il a laissé en... Quoi, vous dormez? Ah, d'accord. Et il a laissé en... Je ne vous entends pas. Et il a laissé en... Ah, voilà, là. Ça montre que vous ne dormez pas. Et là, derrière la fenêtre, il y avait qui? Il y avait Yann, qui observait. Ben oui, il a dit, ah bon... Il a une calebasse magique qui lui donne du sel. Je vais attendre qu'il s'endorme. Et il a attendu. Et Mukufiti allait s'endormir. Et là, il a ouvert la fenêtre tout doucement qui a fait... Et il est rentré tout doucement, doucement. Na. Il s'est emparé de la calebasse, puis est ressorti par la même fenêtre et il s'est enfoui. Et l'histoire nous raconte qu'il était parti sur le plus grand lac du monde à cette époque. Il a pris une pirogue, il a pris la calebasse, il l'a mise au beau milieu de la pirogue, il a pris ses pagaies, Là, il est en train de pagayer. Et quand il est arrivé au beau milieu du grand lac, et là il a dit, je vais enfin essayer ma calebasse. Alors, calebasse, donne-moi un peu de ton sel. Et là, la calebasse est mise à trembler. Et on a entendu de la calebasse, il avait du sel partout dans la pirogue. Lui, Yann, il était heureux. Il a dit, enfin, j'ai du sel. C'est moi qui vais ramener cette calebasse magique. Et grand-père va être fier de moi. Mais pendant qu'il disait ces paroles, la calebasse, elle continuait à donner du sel.
Ils se disent quand même là, il y a un danger. Il faudrait que j'arrête la calebasse quand même. Alors là, il a dit quoi? Calebasse. Gardez ton sel. Oh, oh, pauvre de vous. Il n'était pas aussi intelligent que vous. Il n'avait pas retenu ses paroles. Alors il a commencé à chercher dans sa tête. Il a cherché, il a cherché, il a cherché, il a cherché. Il a trouvé une idée. Il a dit, je vais éteindre cette calebasse comme on éteint une flamme de bougie. Et il n'était pas aussi malin. Il a commencé à souffler. Ah, ah, mais la calebasse ne s'arrêtait pas. Ah, ah, mais la calebasse ne s'arrêtait pas. Et puis la calebasse continuait à sortir du ciel, à sortir du ciel. Et lui, il a commencé à dire, calebasse, s'il te plaît, calme-toi, calebasse. Mais la calebasse continuait à sortir du ciel. Puis il avait du ciel là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. On pouvait juste apercevoir ses doigts et on entendit un grand... La pirogue s'est enfoncée au fin fond des eaux. Et on raconte que puisque personne n'a pu arrêter cette calebasse, le sel continue à en sortir. Et c'est pour ça que l'eau de la mer est salée. Ah, il paraît. Bravo. Mais c'est dommage quand même l'histoire de ces deux frères comme ça qui ne peuvent pas s'entendre. Moi, je rêve d'un jour où les plus jeunes, les enfants, pourront changer le monde que leurs parents leur ont laissé. Et pourquoi pas les faire partir dans un grand cerf-volant qu'ils puissent apprendre toutes ces beautés-là. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre, un côté sombre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pie, un cheval pie. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Puis nous irons voir tous les océans. S'ils sont en vie, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme, un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Qui a mis leurs pensées loin de leurs parents. Alors je remonterai sur mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de mer, pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps. Jette les dés dans les mains du temps. Ah oui, très joli. Très joli, ouais. Vous savez, moi j'aime bien les enfants. Parce qu'on sait qu'avec les enfants, on peut tout faire dans la vie. C'est que l'union fait la force. Ça c'est vrai. Et avant de raconter mon histoire, j'aimerais quand même vous chanter la chanson de l'histoire. Comme cela, vous allez plus facilement chanter après. Allez,
vous. C'est que Nimbu, c'est que Nimbu, c'est que Nimbu, c'est que de pleine lune, les enfants du village de Forgeron chantaient cette chanson. Et au pied de l'arbre est assis le vieillard qui s'appelle Panéa. À peine les enfants ont-ils commencé à chanter cette chanson que de l'autre côté, vers l'est, une ombre indescriptiblement difforme apparaît à l'est du village. Il y avait des yeux partout sur le corps. Il y avait des langues partout sur le corps. Il y avait des dents partout sur le corps. Il avance sur la place du village. Pendant que les enfants chantent, le monstre, il saisit un enfant, l'avale, puis disparaît. Les enfants étaient paniqués. Les enfants se retournent, regardent le grand-père et disent « Grand-père, il y a un monstre, il a avalé un de nos amis. » Et le grand-père, il rigole. Il n'y a pas de monstre. Chanter, danser, observer, écouter. Ah, les enfants, ils reprennent leur courage. Ils chantent. Vers l'est, l'ombre s'installe. Il y avait des yeux partout. Il avance sur la place du village. Saisit un enfant encore. L'avale. Il disparaît. Disparaît encore. Couché au pied de l'arbre, le grand-père, il rigole. Les enfants étaient tétanisés. Ils regardent encore le grand-père. Grand-père, mais fais quelque chose. Et le grand-père regarde les enfants. Il leur dit, oh là là, les enfants, il n'y a rien. Chanter, danser, observer, écouter. C'est l'unique occasion pour travailler votre courage et la confiance. C'est très important, les enfants. Observer, écouter, danser. Alors, le doute et la méfiance s'installent dans la tête des enfants. Aucun ne chante, aucun ne bouge. Les enfants se regardent. Le grand-père est assis. Il rigole toujours. Et dit aux enfants, oh là, les enfants, danser, chanter, observer, écouter. Alors, petit à petit, les enfants reprennent la chanson. Là-bas. Les enfants avaient décidé de chanter. L'ombre aussi déterminée d'avaler. Les enfants chantent, l'ombre avale. Les enfants chantent, le monstre avale. Les enfants chantent, le monstre avale. Le monstre a avalé presque tous les enfants. Et le grand-père, pendant ce temps, il ne cessait de rigoler. Il rigolait sans lui. Il y avait un rescapé. Le rescapé, il va voir le grand-père et lui dit, grand-père, ne dit-on pas que le poisson a confiance en l'eau? Mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Moi j'ai peur, je vais rentrer me coucher. Le grand-père le regarde droit dans les yeux et lui dit non, 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 non. Il faut chanter, danser, observer, écouter.
Le grand-père, il dit à l'enfant, tu sais, mon fils, au-delà du bruit du fer résonne le silence. La difficulté aiguise la conscience, mon fils. Encore un peu de patience. Regarde ce que j'ai pour toi. Le grand-père lui donne la pierre de lumière. C'est un porte-bonheur qu'on appelle chez nous. Avec cette pierre de lumière, l'enfant se retrouve sur la place du village. Il avait peur. Il s'est mis à chanter. Et le grand-père dit, mais chanter, danser, observer, écouter, il n'y a rien. Et l'enfant, il continue. Banéam Tege, Banéam Nimou, Banéam Tege, Banéam Nimou, Banéam Tege. L'ombre avance, saisit l'enfant, l'avale. Puis disparaît. Couché au pied de l'arbre, le grand-père, il Rigole. la fin de l'histoire. Oh non. Non, quand même, ton histoire. Oh, on l'a fini. Ah bon? Ah ben oui, mais tu l'as Ouais, terminé. c'est le suspense. Si c'était un film, c'est le suspense. Bientôt, boum, avec la pierre de lumière, l'enfant atterrit dans le ventre du monstre. Il voyait comme en plein jour. Alors il se met à chanter. Aniam Seke, Aniam Seke. Et tous les enfants qui étaient là commencent à se réveiller. Tous les enfants qui étaient avalés par le monstre se tiennent debout dans le ventre du monstre. Et ils ont décidé de faire la fête dans le ventre du monstre. On dit que la charité bien ordonnée commence par... Moi je veux être l'enfant qui tient la pierre de lumière. Et vous les autres. Terrassé par la puissance de la chanson et l'énergie de la danse. La gueule du monstre était grandement ouverte. Et l'un après l'autre, les enfants ils sortent du ventre du monstre. Couché au pied de l'arbre, le grand-père, il... Les enfants se mettent en cercle autour du monstre. Pointent la pierre de lumière et ils se mettent à chanter. Une partie du monstre qui était dure comme de la carapace de tortue s'explose en 1000 petits morceaux et disparaît aussitôt comme envahi par le vide. L'autre partie du monstre est attirée par la terre et laisse apparaître un corps de jeunes femmes. Un corps de jeunes femmes qui font en larmes en s'adressant aux enfants. Pitié les enfants, pitié les enfants. Je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais connu la joie de la maternité. C'est cette haine qui m'a transformé ainsi. Ma vie était sèche. La douleur autour de mon cœur était dure comme de la pierre. Pitié les enfants. Et les enfants l'embrassent. Couché au pied de l'arbre. Le grand-père, il rigole. La jeune dame se retourne et se dirige vers le grand-père Panéam. Panéam regarde la jeune dame et lui dit, « Bienvenue jeune dame. Bienvenue dans le village où l'amour et la joie inondent les cœurs de tous. Bienvenue dans le village dont l'activité principale est de canaliser et de limiter le plus possible la faculté de blesser du fer et d'accentuer son pouvoir d'aider l'homme à cultiver sa vie. Bienvenue jeune dame. Maintenant que tu es délivré de ta prison de douleur, tu as tout le temps qu'il faut pour apprendre à comprendre que dans tout cœur de femme, il y a un cœur de mère.
bienvenue dans le village. Le vieillard se retourne, regarde les enfants qui étaient assis et leur dit, les enfants, vous avez été formidables. Notez qu'avec l'amour, on peut résoudre tous les problèmes du monde. Notez également que l'aiguille est le plus petit outil de la forge. Mais c'est avec la plus petite des aiguilles qu'on tisse le plus magnifique des habits. Les enfants, rendez-vous à la prochaine pleine lune. Et dans le village des forgerons, d'où je viens, tous les soirs de pleine lune, on entend toujours cette chanson. La prochaine histoire que je vais vous raconter, elle est vraie. Tellement vraie que le personnage principal de cette histoire, en fait, vous pouvez en voir une photo sur Internet. Ah bon? C'est une preuve de véracité, ça. C'est une histoire qui a lieu dans un tout petit village du Canada qui se nomme La Fontaine. La Fontaine, c'est un petit village au nord de Toronto. Pour le trouver, prenez une carte routière de Toronto et dépliez-la vers le nord. Et dépliez, 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 dépliez. Et si c'est pas assez, prenez un rouleau à pâtisserie et étirez la croûte de la banlieue nord pour monter jusqu'au lac Huron. Une mer intérieure d'eau douce 2 fois plus grande que la Belgique. Imaginez. Une mer qui pourrait abreuver la terre entière en eau douce pendant 1 mois. Et sur le bord de cette mer, eh bien, il y avait des terres fertiles. Des terres si fertiles que tout le monde les voulait. C'est alors qu'il y a un premier groupe de Québécois qui a décidé de s'y rendre. Un groupe de francophones. Et comme ils voulaient fuir la plus grande ressource naturelle du Québec de l'époque, la misère, eh bien, ils sont partis à la course. Ils sont partis à la course, à chevaux, et ils ont été le plus vite possible. Tout d'un coup, les chevaux doivent s'arrêter. Ils arrivent à Baie-d'Urfé, un endroit où le fleuve Saint-Laurent est large comme 3 lacs. Il faut trouver une façon de traverser. Alors, ils prennent des balles de foin pour s'en faire un radeau. Et tout le monde aidait. Les dames ramaient de plus belle pendant que les pelles servaient de rames. Pas le temps de faire dodo, la paille prend l'eau. Et c'est ainsi que leur histoire s'écrivait à l'encre de sueur sur leurs vêtements de coton. Un roman fleuve qui transpirait l'authenticité et dont chaque coup de pagaie faisait tourner les pages. Et comme ça, ils arrivent de l'autre côté de Baie-d'Urfé, ils se prennent d'autres chevaux, continuent la course. Ah non, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est tac-tac, 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 les chevaux. Ah d'accord, ok. Au Burkina, ils ont juste 2 jambes, les chevaux. Hein, faut leur pas donner. Et donc, ils continuent la course, franchissent la frontière québécoise, arrivent en Ontario, continuent la course le plus vite possible. Et finalement, ils arrivent sur le bord du lac Huron, près de la baie Georgienne, là où il y a toutes les belles terres, et toutes les terres leur appartenaient. Alors, ils s'installèrent. Ils ont pris toutes les belles terres, se sont fait des rangs, se sont fait des maisons, ont pris du bois, ont fait des granges, ils se sont installés, et quand tout allait bien, eh bien, un autre groupe est arrivé. Un autre groupe de Québécois qui, eux aussi, fuyaient la misère. Mais là, ça marche pas comme ça, là. Eux, ils avaient déjà pris les terres. Donc, ils ont demandé à l'autre groupe, évidemment, d'aller un peu plus loin et de prendre, pas les terres agricoles, mais bien les terres à bois. Et le village a continué à se développer. Les riches agriculteurs parlaient pas vraiment aux pauvres bûcherons. Et c'est alors qu'un 3e groupe est arrivé. Ouais, mais là, il n'y avait plus de place, là. Et on n'était pas pour déplacer les riches. Et on n'était pas pour déplacer les pauvres. Donc, ils ont envoyé le 3e groupe dans les marécages, près du lac Huron. Où ils ont dû se débrouiller, en fait, entre les moustiques pour réussir à attraper le plus de poissons possible. Si bien que ces grandes courses-là ont divisé le village, géographiquement et socialement. Les classes étaient claires. Il y avait les agriculteurs riches, les bûcherons pauvres et les pêcheurs qui faisaient leur possible.
Et pendant que le village se développait, grandissait, il y avait des naissances, eh bien, les gens ne se parlaient pas. On avait même mis de côté la langue française. Les agriculteurs riches avaient préféré la langue du commerce, l'anglais. Les bûcherons, eux, de leur côté, parlaient une langue de bois. Et les pêcheurs parlaient... ils s'engueulaient comme du poisson pourri. Et le village ne grandissait pas ensemble. Tout le monde parlait les uns contre les autres. Le tempérament en dents de scie des bûcherons leur a fait couper les contacts avec les autres classes de navets. Et rien n'allait plus dans le village jusqu'au fameux 18 février 1900 quelques. Ouais. Au moment où... Deux bûcherons. Un couple de bûcherons rentrait à la maison en buggy. Philomène et son mari, Hermès. Ils rentraient dans un buggy tiré par des chevaux l'hiver. Pour Philomène, ce voyage de 10 heures était interminable, parce qu'en fait, c'était 2 heures de route et 8 heures à attendre devant les tavernes pendant que son mari buvait. Chez nous, ils buvaient à cette époque-là du caribou. Le caribou, c'était un mélange de vieux fonds de bouteille de vin rouge avec un peu d'alcool fort pour masquer le goût. C'était le meilleur remède pour traverser l'hiver canadien et pour avoir mal à la tête. Et donc, ils attendaient comme ça. Et à chaque fois que Philomène attendait dans la charrette, eh bien, les flocons tombaient sur elle, s'accumulaient sur ses genoux, ses épaules, sa tête. Et quand son mari sortait de la taverne, en fait, il était capable de savoir, selon le nombre de centimètres de neige accumulés sur sa femme, combien de consommation il avait bu. C'était le premier ivressomètre. Et donc, il sort, calcule le nombre de centimètres de neige, et voilà, il savait qu'il n'était plus en état de conduire, alors il laisse conduire les chevaux. Arrivé à la maison, eh bien, sa bonne femme de neige se met devant le poêle pour se faire fondre, et c'est alors que lui, il décide d'aller fendre du bois pour la nuit. Et un coup sur 4, il réussissait à toucher la bûche. Et c'est alors que pendant qu'il bûchait, il entend un bruit derrière lui. Joseph hésite, puis il se retourne. Et il va voir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté de la grange. Et il va, fièrement, courageusement. Il se retourne et il voit qu'il y a 2 yeux rouges qui flottent dans l'obscurité. 2 yeux rouges qui lui glacent le sang. 2 yeux rouges qui lui font peur, avec une gueule pleine de dents et un air méchant. Joseph court, rentre dans la porte. Bon, saigne du nez, ouvre la porte, rentre dans la maison. Il explique tout ce qu'il a vu à sa femme et sa femme lui dit... Arrête de boire et va te coucher. Encore les femmes. Ah. Oh là là. Ce qui veut dire que les femmes sont pareilles. Et les jours suivants, en fait, les choses avaient changé. Les bêtes étaient différentes. D'habitude, les bêtes de la fontaine étaient sages. On les entendait très peu. Mais là, on s'est mis à les entendre de plus en plus. De cris en sursaut, de bruits en branches, de grange en grange, de change en champ, d'ici jusqu'à Toronto. Et par un beau matin, eh bien, Colbert Tessier, le plus riche agriculteur du village, sort de chez lui pour aller nourrir ses moutons. D'habitude, ses moutons savaient reconnaître le bruit des bottes de Tessier dans la neige et l'accueillaient comme il se devait. C'est pas ce matin-là. Le silence avait remplacé le bêlage, un silence total. Fait que Tessier court, ouvre la grande porte de grange, et c'est alors qu'il voit une scène digne de ses pires cauchemars. Ses 40 moutons étaient par terre, morts. Il y avait du sang partout et des traces de pattes au centre qui allaient vers l'arrière de la grange. Tessier les a suivis. Il les a suivis jusqu'à ce qu'il les perde. Tessier, malheureusement, avait jamais été bon pour identifier les traces d'animaux. La légende dit même qu'il s'était déjà perdu en suivant ses propres traces en forêt. Par contre, son voisin, le bûcheron, lui, il sait reconnaître et identifier une empreinte de chat d'une empreinte de chatte. Alors il se dit, bon, évidemment, un riche agriculteur n'a pas l'habitude de s'abaisser à parler à un bûcheron, mais là, il le faut. Alors il place une bouteille de caribou sur le piquet de clôture et il attend sa proie.
Évidemment, le bûcheron vient profiter du cadeau et ensuite vient observer les traces. Il les scrute, les analyse, les observe. Et après de longues minutes, il en conclut que les traces étaient, et je cite, grosses. Et il y avait un seul animal dans toute la région qui avait des pattes aussi grosses que ça. C'était le chien du capitaine Labatte. Un pêcheur qui faisait son possible. Alors les deux hommes sont partis à la grande course. Avec leur charrette qui a atteint une vitesse incroyable de 100 MAM. Les MAM, en passant, chez nous, c'était avant les kilomètres-heure. On disait des MAM, ce qui voulait dire moustique avalé par minute. C'était aussi avant les pare-brises. Et donc, ils atteignent les marécages, trouvent la maison du capitaine Labatte, voient le chien, prennent les pattes du chien, observent, scrutent, analysent, et ils en concluent, évidemment, qu'il était le coupable. Alors, ils l'amènent au tribunal de la haie de Cèdre, où il sera jugé pour ses crimes ovins. Ce fut un jugement rapide, sans jury, mais avec beaucoup de jurons. Et on a jugé le chien coupable. Et en entendant le coup de feu, eh bien, le pauvre pêcheur est fondu en larmes. Il venait pas juste de perdre son animal, il venait de perdre sa seule richesse. Et la rumeur s'est vite répandue dans tous les cantons. Un riche venait de tuer le chien d'un je fais mon possible. Et là, il n'en fallait pas plus pour repartir la lutte des classes. Les riches ne voulaient plus parler aux pauvres, les pauvres se méfiaient des riches, évidemment. Rien n'allait plus dans le village, jusqu'à ce qu'un soir, au moment de se mettre sous les couvertures, Tessier tire les couvertes et entend... Ah! Un loup était entré dans la bergerie. Ok, à partir de maintenant, vous allez m'aider un peu à faire l'ambiance sonore. Pas compliqué, en fait, dès que je vous pose une question, vous allez me répondre avec un beau hurlement de loup. Parce qu'à partir de maintenant, le loup sera la réponse à toutes les énigmes dans le village de La Fontaine. Et évidemment, il faut me hurler ça avec la bête en vous. Hein. Okay. Donc si on essaie, qu'est-ce que Tessier a entendu ce soir-là? Le loup pouvait manger des bêtes et des bêtes jusqu'à une douzaine par semaine. Et après plusieurs semaines, on en est venu à une conclusion. Si on veut l'attraper, eh bien, on n'aura pas le choix. Il va falloir se mettre ensemble. Ils ont donc créé la première grande rencontre stratégique du village de La Fontaine. Et cette fois-là, tout le monde est venu. Pour plusieurs, c'était l'occasion de ressortir leur français. Cette langue qui gardait poussiéreuse dans le fond de la gorge. C'était une journée si importante, en fait, que le seul média local de l'époque était présent sur les lieux. Alors, nous survolons présentement le village de La Fontaine où il y a congestion. On voit ici des chaloupes installées devant l'église, à côté des charrettes. Ouais, bon, ben, décidément, les rues du village n'ont pas été faites pour accueillir tout le monde du village. Même Théophile Brunel, l'homme à qui il manque un œil, est là. Lui qui, normalement, n'est jamais invité nulle part, même pas à son anniversaire. Bon, ben, l'heure de pointe risque de se terminer tard, hein? Et un petit rappel, la circulation est une présentation d'Assurance Lalonde qui vous dit qu'avec un loup qui rôde, assurez votre cheval et non votre calèche. Et cette journée-là, eh bien, pendant que les parents discutaient, les enfants jouaient. Enfin, c'était la première fois depuis la création du village que les familles pauvres pouvaient savoir qu'il y avait des enfants riches de leur âge, qu'il y avait des enfants qui faisaient leur possible de leur âge. Et de sourire en surprise, ils se sont amusés sous l'emprise du rire. Mais à la réunion des parents, le cœur n'était pas à la fête. Le loup était trop dangereux. Il fallait maintenant créer un couvre-feu. À partir de maintenant, eh bien, dès que le soleil se couche, plus personne n'a le droit de sortir dehors, sauf les chasseurs. Et tout ça à cause de qui? Dans ce village tricoté serré, le loup était le maillon lousse. Un loup émissaire à blâmer pour leurs troubles et misères. À preuve, on disait même que les enfants savaient plus écrire. Et tout ça à cause de qui? Et il faut dire que, craignant les attaques du loup, eh bien, on avait fermé l'école du village. Ah, toi, tu souris, hein? Ça fait plaisir, hein? Eh bien, oui, on avait fermé l'école du village. Eh oui, l'éducation était passée d'élémentaire à secondaire, à buissonnière. Et tout ça à cause de qui? Même Joseph Lortie, pour
pour éviter de se promener la nuit, restait à dormir chez la voisine ou à la taverne. Et tout ça contre son gré. Et à cause de qui? Par contre, tout le monde se parle dans le village et le français a repris sa place. Et tout ça grâce à qui? Tout ça nous mène au fameux 88 février 1900 quelque. Théophile, c'était un vieil homme. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Alors, Théophile, c'est un vieux, chauve, avec une longue barbe grise et borgne. La légende dit que Théophile aurait perdu l'usage d'un œil quand il était jeune, à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. C'est peut-être pourquoi aujourd'hui il est repentant, cherchant à réparer le passé, cherchant à se faire pardonner. C'était un martyr mal aimé. Et par un bel après-midi de printemps, eh bien, Théophile sort de chez lui pour observer la nature qui revient. Toutes les oies, disparues dans le sud durant l'hiver, qui revenaient à la maison. Et c'est alors que, juste sur une souche d'arbre, un tronc d'arbre coupé, il voit quelque chose. Il voit qui? Le loup était là. Il bougeait pas. Les deux yeux du loup regardaient l'œil de Théophile. L'œil de Théophile regardait les deux yeux du loup. Les deux se regardaient comme ça. Et comme s'il savait que le loup était assez intelligent pour comprendre, il lui dit, « Si t'as fait tout ce que t'avais à faire dans le village, reste. Sinon, va-t'en. » Et Théophile est entré chez lui. Il est allé chercher son vieux fusil de chasse, tout rouillé. Il l'a pris. Il était tout sale. Il l'a lavé. A attendu que ça sèche. S'est endormi. S'est réveillé. A pris un petit déjeuner. A lu le journal. Puis il s'est souvenu ce qu'il faisait. Il est sorti dehors. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu que le loup était encore exactement au même endroit. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas bougé d'un poil. Il attendait. Il attendait sa mort. Théophile se demandait bien pourquoi le loup l'avait choisi lui. C'était le pire chasseur du village. Il visait à un seul œil et il était aussi rouillé que son fusil. Mais c'est quand même lui que le loup avait choisi. Alors Théophile décide de prendre son temps et de relever le défi. Il lâche pas le loup des yeux. Il le regarde. Il le regarde. Décide de faire une petite prière. Prend son souffle. Il voulait pas rater sa chance. C'était peut-être sa seule chance de pouvoir se racheter auprès du village. Il prend son souffle. Il ferme son bon œil, prononce une petite prière et au son du coup de feu, tout le monde est accouru. Tout le monde se demandait bien au village ce qui s'était passé. Ils arrivent chez Théophile et ils voient la carcasse du loup. C'est impossible. Théophile les a sauvés. L'homme qui avait toujours été exclu du village était tout d'un coup devenu l'élément rassembleur. Tout le monde est arrivé avec quelque chose à manger, quelque chose à boire. Et pour la première fois, ils ont fait une vraie fête. Tout le village ensemble. Et ils ont dansé. Tac, 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 tac. Les rythmes étaient là. Et ils se sont mis à s'amuser et à se parler entre voisins. Les voisins qui normalement se parlaient pas. Et ils se sont parlé pendant des heures, des semaines, des mois. Ils se parlent encore aujourd'hui. Et pourtant, il y a 3 mots que l'on ne dit plus. 3 mots que l'on maudit dans les rangs à La Fontaine. Riche, pauvre et fait mon possible. Le village avait besoin d'un ennemi commun pour se rassembler et ils l'ont trouvé. Et aujourd'hui, ils ont fondé le Festival du Loup pour célébrer l'événement fou qui d'un seul coup a réuni tous les francophones du Lake Huron. Vous voulez vérifier qu'il n'y a plus de classe sociale à La Fontaine? Ben, fréquentez le festival en juillet. Vous allez voir que de la classe, il y en a à peine. Le festival est maintenant... La Fontaine est maintenant unie par les liens sacrés du village pour le meilleur et contre le pire. Et tout ça grâce à qui? Une autre fois grâce à qui? Une dernière fois grâce à qui?